intervenu vendredi soir. Le gouvernement Ona Ondo 2 compte 34 membres, dont 5 femmes. Il convient de signaler les départs de Serge Mabiala, Brigitte Anguilemba et Raphaël Gazouzet. Rufin Moussavou et Jean-Marie Ongandaga entrent avec le statut de ministre plein et avec eux Basile Boumba, Julie Bilogué, Youssouf Sidibé Zengue Kassa, Guy Mexan Mamiaka et Philippe V. Kogué au poste de ministre délégué. Un retour à signaler, celui de Calix Sié-Edan, ancien ministre délégué auprès du Premier ministre sous Raymond Dongsima. Pour le reste, le jeu de la chaise musicale a fait son effet, même si l'on peut relever que Emmanuel Izozengonde, Séraphin Mundunga ou Blaise Louambert, entre autres, ont gardé leur portefeuille. Au ministère de l'Éducation nationale, c'est Ida Retenon Asenoué qui prend la place du professeur Léon Zouba, qui a précipité ce remaniement avec sa démission intervenue sinon en plein mois d'août, après le scandale de l'affaire des recalés du Bac 2. Entre 80 et 90 personnes, tous originaires de l'Afrique noire et dont les nationalités n'ont pas encore été identifiées, ont été secourues par la marine libyenne dans la nuit de mercredi. Selon les témoignages des rescapés, entre 170 et 180 personnes étaient à bord de l'embarcation de fortune qui a fait naufrage à 3000 des côtes libyennes. Sous le couvert de l'anonymat, un officier affirme avoir repêché 10 corps, mais il est encore impossible de donner le nombre exact de morts. Visiblement épuisés et déshydratés, les survivants auraient pu tous être emportés par les eaux. Aujourd'hui, profitant du relâchement de la surveillance des côtes de la Libye, pays plongé dans le chaos et où le gouvernement n'exerce qu'une autorité théorique, les passeurs se font nombreux pour proposer aux migrants la traversée de la Méditerranée. Depuis 20 ans, la traversée de la Méditerranée constitue ainsi le périple le plus mortel pour les migrants venant notamment du Mali, du Sénégal, du Cameroun ou encore du Burkina. Par ailleurs, l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé lundi que cette année est l'année la plus meurtrière, causant la mort de plus de 3000 migrants, loin devant le pic de 2011, lorsque 15 000 décès avaient été enregistrés. Au moins 3700 enfants de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone ont perdu au moins un de leurs parents à cause d'Ebola depuis le début de l'épidémie. Nombre de ces enfants se retrouvent seuls au monde parce que rejetés par leur famille en raison de la peur de la contamination, selon Manuel Fontaine, le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique occidentale et centrale. On estime qu'au moins 3700 enfants dans les 3 pays sont orphelins d'au moins un des 2 parents, mais ils sont probablement beaucoup plus nombreux. Il y a un risque de rejet de ces enfants, au moins pendant une certaine période. Alors on essaie de trouver des systèmes alternatifs. Alors même qu'il renforce son intervention face au virus Ebola, l'UNICEF cherche à assurer aux enfants l'appui affectif et matériel dont ils ont besoin au moyen d'interventions traditionnelles, mais aussi nouvelles. Par exemple, on est en train de regarder la possibilité de travailler avec des centres intérimaires de prise en charge. Donc des petites unités, il ne s'agit pas de faire des grandes unités, des petites unités avec quelques enfants dont on sait qu'ils sont soit en quarantaine, soit des survivants et on va s'en occuper pendant un moment jusqu'à qu'on trouve une autre solution. Donc ça c'est important. Ou dans d'autres cas, ce que l'on fait, c'est essayer de trouver aussi des survivants, donc des gens qui ont été infectés, qui sont guéris, heureusement, et qui donc ne risquent pas d'être infectés et acceptent de prendre en charge ces enfants. L'UNICEF a par ailleurs lancé un appel à hauteur de 200 millions de dollars pour fournir une aide d'urgence aux enfants et aux familles touchées par l'épidémie d'Ebola dans la région, y compris pour les activités de protection. Mais jusqu'à présent, l'organisme spécialisé n'a reçu que 25% de ce montant. Une vision rarissime pour laquelle il faut s'armer de patience. Les dauphins de l'Indus, plus grand fleuve du Pakistan, sont sur la liste rouge des espèces en danger. Mammifères d'eau douce, quasi aveugles, ils accompagnent depuis toujours les pêcheurs du fleuve et leur mythologie, mais il en reste à peine 1500 aujourd'hui.
En gros, il disait que le dauphin était d'abord une femme. Quelqu'un lui a jeté une prière de malédiction, ou bien Dieu s'est fâché contre elle. Donc, elle s'est transformée en dauphin et elle est tombée dans l'eau. C'est pour ça qu'on dit que c'est une femme qui s'est transformée. Longtemps, le dauphin a été pêché pour sa viande et son huile, supposée avoir des effets aphrodisiaques. Depuis 1972, il est protégé au Pakistan et les pêcheurs travaillent main dans la main avec les autorités pour relâcher les bêtes prises dans leurs filets ou perdues dans les canaux de l'Indus. Mais malgré ces efforts, cette espèce unique est directement menacée par l'activité humaine, barrages et pesticides notamment. Et certains pêcheurs sont toujours les principaux ennemis de ces mammifères. Aujourd'hui, la plus grande menace qui pèse sur ces dauphins, c'est la pêche illégale. C'est-à-dire que certains pêcheurs utilisent des filets dont la taille est illégale et quand le dauphin est piégé dedans, il ne peut pas sortir de l'eau pour respirer. Et s'il se passe 1 minute 30 ou 2 minutes sans qu'il sorte, alors il se noie. Les organisations de protection de l'environnement tirent la sonnette d'alarme. Les dauphins ne sont pas les seuls à être menacés. Le long des 1000 km du fleuve vit une faune exceptionnelle. Cet été, 200 tortues d'une espèce menacée ont été saisies à la frontière pakistano-chinoise. Ramenées dans leur région natale, elles ont été relâchées dans un endroit secret afin de ne pas tenter les trafiquants. Chacune de ces bêtes vaut 1 600 $ sur le marché chinois. C'est une race de tortue unique en son genre. Elle est noire avec des points blancs et jaunes, ce qui est assez fascinant pour les amateurs de tortues qui les gardent comme animaux de compagnie. Et on ne les trouve qu'au Pakistan. Donc ils les ont prises ici pour leur trafic parce que c'est facile. Quand il y a des manques dans la législation, on peut facilement exporter des espèces d'un pays à l'autre. Exportées vers l'Asie du Sud-Est pour leurs propriétés médicinales, leur viande ou simplement comme animal de compagnie, ces tortues de l'Indus sont désormais elles aussi protégées depuis 2007. Ils viennent du Bénin, de la République démocratique du Congo et du Cameroun. Avec des artistes congolais, ils participent à un atelier de formation sur l'art plastique, la vidéo d'art et la critique d'art. Pendant 2 semaines, ces passionnés de l'art apprennent et partagent leur savoir. Thème de cette édition, le tissu africain. Dans la catégorie art plastique, chaque participant propose une œuvre de son choix liée au tissu. Dans l'œuvre qui est derrière moi, je représente le métissage de 2 cultures, de la mode. En fait, il ne s'agit pas d'un Africain de consommer tout son corps avec de la mode, mais il faut laisser quelques traces de nos racines, nos origines de l'Afrique. Organisé par les ateliers SAM, une structure culturelle qui accompagne les artistes, ces ateliers se tiennent chaque année entre septembre et octobre. Pour l'édition 2014, plus de 20 artistes sont réunis à Brazzaville. Un cadre d'échange, une expérience pour les participants. Je suis très contente d'être là. Je ne connaissais pas Congo-Brazzaville. Donc je découvre en même temps l'Afrique centrale et ça me permet de côtoyer d'autres artistes, de voir un peu comment l'art contemporain est géré, est perçu, se vit au Congo. Donc j'ai tout à gagner, c'est toute une expérience, humainement et professionnellement, si je puis dire ainsi. Dans une ambiance conviviale, les artistes puisent dans leur imagination la plus profonde pour produire des œuvres de qualité. Ici, se dégage une complicité entre les artistes et les formateurs. Ces derniers viennent de la France, du Mali et de Madagascar. Dans ces ateliers-là, je partage mes connaissances avec des personnes qui sont dans l'ignorance pour certaines choses et vice-versa, ils me partagent leurs connaissances pour éclairer mon ignorance. Pour encourager ces artistes et créer de la visibilité, ces œuvres seront exposées la semaine prochaine à l'Institut français du Congo pendant 1 mois. Initiative privée, ces ateliers manquent de soutien et les organisateurs peinent à réunir chaque année les 18 millions nécessaires pour son organisation. Un handicap pour la promotion de l'art.
sélectionneur national Georges Costa a dévoilé la liste des 23 Panthères convoqués pour le match contre les étalons du Burkina Faso. Pas de grande surprise. Le technicien portugais a fait appel aux cadres tels que Didier Ovoneban et Bruno Ekwelemanga. Pierre-Emerick Aubameyang, le nouveau capitaine du Gabon, sera l'homme à suivre dans une semaine dans cette confrontation de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Les 22 joueurs convoqués sont, au poste de gardien de but, Didier Ovoneban, Anthony du FC Metz et Stéphane Bitsekimoto du CF Mounana. Au poste des défenseurs, Lyot Paloun de Nice, Irondi Moussavou King de Cayenne, Benjamin Zondo de l'Entente Sétif de l'Algérie, Bruno Ekwelemanga de Cardiff City, Henri Junior Ndonga le Doxer, Johan Obian, Erune Gema du SB de Bitam et Randall Otozue, le sociétaire du Sporting Club Bragabé. Le milieu de terrain sera animé par le sociétaire des Girondins de Bordeaux, André Biyogo Poko, Samson Bingui du Mouloundia Club d'Alger, Lévi Madinda de Celta Vigo, Franck Ngonga Obam d'Olympique Club Kouribga, Alexander Ndoumou de l'Olympique de Marseille B. En attaque, le dispositif est constitué de ténors que sont Malik Evouna du WAC Casablanca au Maroc, Frédéric Bulot du Charlton Athletic, Bonaventure Sokambi du CF Mounana et enfin Romaric Rogombe, hormis le maillon fort de ce poste Pierre-Emerick Aubameyang. La liste étant maintenant connue, il reste à Georges Costa et à ses poulains d'affûter leurs armes et de se préparer à aborder l'ultime phase aller qui ne sera pas du tout une tâche facile car il faut se souvenir que le Burkina Faso est leader du groupe avec 6 points et le Gabon son dauphin avec 4 points après son match nul au Lesotho lors de la 2e journée. L'Angola tentera à son tour de refaire son retard lors du duel entre les équipes. La Confédération africaine de football vient d'attribuer différents marchés relatifs à l'événementiel de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Maroc en 2015. À cet effet, une enveloppe de 40 millions de dirhams a été allouée pour la cérémonie du tirage au sort ainsi qu'au marché des cérémonies d'ouverture et de clôture de la compétition. Soucieux de réussir l'organisation de ce grand rendez-vous sportif, la CAF s'est attachée les services des entreprises, des agences et des partenaires marocains expérimentés en décentralisant et en confiant des tâches bien précises à chacune d'entre elles. La cérémonie du tirage au sort prévue pour le 26 novembre 2014 prochain à Rabat, dans la capitale du Maroc, a été confiée à l'agence Hors Limit Organization et Géante Mondiale Publicis Events, 2 entreprises marocaines. Concernant les 2 événements que sont les spectacles d'ouverture prévus le 17 janvier 2015 au Grand Stade Marrakech et la clôture fixée au 8 février au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, l'agence marocaine Capital Events a eu l'honneur d'être choisie, la CAF se référant à leurs organisations précédentes des mêmes cérémonies lors de la CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. La promotion globale de l'événement sportif sera assurée par la zone bleue, tandis que les relations publiques et de presse ont été confiées à OL Consulting. Bien que la CAF ait déjà distribué certaines tâches, rien n'est encore totalement peaufiné, car il lui reste à déterminer qui interprétera la chanson de la CAN destinée à créer une atmosphère de fête dans le stade.